Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Collection Logique sociale. Série Sociologie des arts. Dirigée par Bruno Pequignot. Comme phénomène social, les arts se caractérisent par des processus de production et de diffusion qui leur sont propres. Dans la diversité des démarches théoriques et empiriques, cette série publie des recherches et des études qui présentent les mondes des arts dans la multiplicité des agents sociaux, des institutions et des objets qui les définissent. Elle reprend à son compte le programme proposé par Jean-Claude Passeron, être à la fois pleinement sociologie et pleinement des arts. De nombreux titres déjà publiés dans la collection Logique sociale auraient pu trouver leur place dans cette série, parmi lesquels on peut rappeler Guigou Muriel, La danse intégrée. Danser avec un handicap, 2010. PAPIEAU Isabelle, L'art déco, une esthétique émancipatrice, 2009. Thévenin Olivier, Sociologie d'une institution cinématographique, 2009. Borges Vera, Les comédiens et les troupes de théâtre au Portugal, 2009. Randol Emmanuel, L'ambivalence du rock, entre subversion et subvention. Une enquête sur l'institutionnalisation des musiques populaires, 2009. Baraka Pierre, Roussel Geneviève, Tran Vannory Marie-Claire, Armand, un entretien d'artiste, 2004. Le texte et ses conditions de production, 2008. Baudet Florent Souladir, Les arts moyens aujourd'hui, 2 volumes, 2008. Pequignot Bruno, Recherche sociologique sur les images, 2008. Roland Juliette, Art catholique et politique, 2007. Brun Jean-Paul Nature, Art contemporain et société, le Landart comme analyseur du social, 3e volume, Réseau sociotechnique, Monde de l'art et Landart, 2007. Girel Sylvia et Proust Serge, Souladir, Les usages de la sociologie de l'art, construction théorique, cas pratique, 2007. Fabiani Jean-Louis, Après la culture légitime. Objet, public, autorité, 2007. Pequignot Bruno, La question des œuvres en sociologie des arts et de la culture, 2007. Redon Gaël, Sociologie des organisations théâtrales, 2006. Brun Jean-Paul Nature, Art contemporain et société, le Landart comme analyseur du social, 2e volume, New York, Désert du Sud-Ouest et Cosmos, L'itinéraire des landartistes, 2006. PAPIEAU Isabelle, Art et société dans l'œuvre d'Alain Fournier, 2006. Girel Sylvia Souladir, Sociologie des arts et de la culture, 2006. Fagot Sylvain et Uzel Jean-Philippe Souladir, Énonciation artistique et socialité, 2006. Degnaud Joël et Pessin Alain, Les peuples de l'art, tome 1, 2006. Degnaud Joël et Pessin Alain, Les peuples de l'art, tome 2, 2006. Brun Jean-Paul Nature, Art contemporain et société, le Landart comme analyseur du social, 1er volume, Nature sauvage contre culture et Landart, 2005. Etis Emmanuel, Les spectateurs du temps, 2005. Du même auteur. La rencontre avec l'œuvre. Éprouver, pratiquer, enseigner les arts et la culture. Ouvrage rédigé avec Jean-Charles Chaban et Marc Parer, L'Harmattan, 2012. Remerciements. Que les artistes de l'enquête, que je vais renommer ici, soient encore remerciés de m'avoir ouvert les portes de leur lieu privé. L'enquête ne pourrait exister sans Pédomergue, M. Fourquet, S. Fauchier, C. Massé, G. Desclos, G. Ayatz, Péloste et C. Moukir. Sans G. de Montozon, ancien responsable du Centre d'art contemporain de Saint-Cyprien, je n'aurais pas eu accès aux artistes, je le remercie encore de son accueil et de son intérêt pour mon travail. Michel Bertrand fut mon premier contact à l'école d'art de Perpignan, je ne l'oublie pas et je lui rends ici hommage, suite à sa disparition. Ce livre est issu d'une partie de mon doctorat en arts et sciences de l'art. Je remercie Deschâteaux d'avoir accepté de le diriger, ainsi que B. Pequignot, Gisèle Fabiani et R. Comte d'avoir été des jurys si attentifs et bienveillants. Que mes anciens professeurs Gilles Lacombe et Y. Lamy sachent que sans leurs enseignements ce travail n'aurait pas existé. Tout comme J.P. Grune, à qui je rends hommage, il vient de nous quitter beaucoup trop tôt. De nombreuses discussions à propos de l'art ont aussi nourri cette réflexion, que mes compères artistes et chercheurs, mais surtout amis ES, ne soient pas oubliés. Jean-Paul Palamara, Jean-Michel Zerillo, Antoine Ventura, Fabrice Mignonneau, Sébastien Chevalier, Thierry Devime, on se souvient de toi Thierry, Olivier Long, Michel Herreria, Claire Sani, Simone César, Pédomergue, Marie-Dominique Bidard, Raphaël Moreau,
Delphine Gerlet et Stéphanie Mulot. Une autre équipe de chercheurs doit être évoquée, celle du séminaire informel de doctorants pluridisciplinaires de l'IUFM de Perpignan 1996 à 2002, Thierry Duclerc, Jean-Luc Canal, Gérard Pagès, Jacques Allemand et Didier Malafosse. Que les équipes de recherche sur les enseignements artistiques et culturels de Perpignan, LIRDEFALFA, 2006 à 2012, soient remerciées pour leur dynamisme et leur inventivité, particulièrement Annick Alonso, Pascal Dequin, Nathalie Paris, J.C. Chaban, Jean Valdivia, Jackie Halimi, Lise Guillot, Dominique Esch, Mathieu Canal et Marc Parère. Dans ce même centre universitaire, je dois remercier la bienveillance de M. Koway et M. F. Carrera. Je remercie Cessala, J.C. Chaban pour leur lecture et Guy César pour la correction de l'ensemble du texte, travail ô combien fastidieux qu'il a accompli avec son sérieux et sa gentillesse légendaire. Jean-Yves Lorichesse a nourri ma réflexion sur la création littéraire lors de nombreuses et plaisantes conversations amicales. Merci à lui de m'avoir permis de publier pour la première fois. Que les collectionneurs d'art contemporain Dimitri et Daniel Tin soient remerciés pour leur amitié. Merci à Jean-Pierre Pépita et Rachel Laurent pour leur aide lors de la rédaction de ma thèse. Une pensée pour mes parents Antoine et Georgette, ma sœur Martine et toute ma famille du Sud et de Paris. Un recuerdo nostálgico a mi familia española de Jacaria y Barcelona y siempre a mi abuelo con el sueño de una república española. Aran, bienvenido. Enfin, je remercie mes enfants de leur patience lorsque la porte de mon bureau était fermée. Thomas, Garance et Fénicia. Je remercie pour ses relectures, son soutien, nos discussions, ses encouragements toujours constants, celle qui m'a redonné le goût de bien des choses de la vie. Stéphanie Mulot, mère magnifique de ma dernière-née désirée. Prélude, première rencontre avec un artiste. Je voulais observer les artistes plasticiens au travail, en action, afin de décrire un phénomène social, le processus de création. Voir des œuvres d'art ne suffit pas pour qui veut analyser la production de l'art. J'avais pour envie de découvrir leur élaboration. Je souhaitais sortir de la frustration des lieux d'art, musées, galeries, espèces d'espaces vides. Je faisais mienne sans le savoir, la phrase de Lamartine « Je suis là des musées, cimetière des arts », écrite en 1835 et qui justifie en partie son voyage en Orient. A-t-on besoin de partir ailleurs ? Les artistes sont nos compatriotes et nos contemporains étranges. L'Orient, l'ailleurs de l'ethnologue et du sociologue, se trouve également dans ces ateliers d'artistes. Ce sont des lieux beaucoup plus solitaires que celui montré par le tableau de Courbet, l'atelier du peintre. Allégorie réelle déterminant une phase de 7 années de ma vie artistique et morale, de 1855, au musée d'Orsay. Une foule s'y presse autour de l'artiste. Le titre éloquent me parle du temps de l'atelier, 7 années, de la durée du parcours d'une œuvre. Durée technique, morale, psychique, sociale de la production des œuvres. Autant de questions qui se sont présentées dans cette enquête. En janvier de l'année 2000, dans le village de Bonpas, Pyrénées-Orientales, je rendis visite à Philippe Domergue, 40 ans, artiste depuis une dizaine d'années. Le rendez-vous en début d'après-midi eut lieu dans une friche industrielle désaffectée à l'entrée de la commune. Un immense bâtiment qui avait accueilli une usine de taille moyenne se dressait devant moi. Comme prévu, la porte vitrée était ouverte. Un mot indiquait « Domergue, c'est ici ». Après l'avoir appelé depuis le rez-de-chaussée, je l'entendis me répondre et m'inviter à prendre l'escalier sombre qui se trouvait en face de l'entrée. Je pénétrai alors dans une pièce plus petite mais encore de taille industrielle. Assez étroite, 7 à 8 mètres, elle était très longue, environ 15 mètres, et surtout très haute avec 6 mètres de plafond, se terminant par un étroit couloir ne débouchant nulle part. Le plafond était constitué d'un mélange de tôle et de plastique dur et transparent. La lumière était donc naturelle et plongeante, les murs étaient en parpaing nu simplement enduits d'une peinture jaune par endroits, le sol était en béton brut. La dimension de la pièce et sa fonction ancienne, sans doute le stockage de matériel, expliquaient l'absence de chauffage et le froid saisissant qui y régnait. Je n'étais pas dans l'atelier de Domergue. Il louait exceptionnellement ce local pendant 1 mois afin de réaliser une œuvre de très grande dimension, 4 mètres de haut. Elle ne rentrait pas dans l'atelier de sa maison. Les recherches exploratoires de cette œuvre, notamment une maquette, ayant été effectuées dans son atelier.
J'entrais dans une sorte d'atelier d'électricien ébéniste où se côtoyaient une échelle métallique de dépannage électrique, des troncs et des grandes branches d'arbres polis par la mer, posées debout contre les murs, des caisses à outils de taille variable aux compartiments complexes s'ouvrant et se dépliant, des tréteaux soutenant tour à tour une planche faisant office de bureau, une carcasse d'arbre mort séchant après avoir été peinte en blanc par endroits. Des appareils de qualité professionnelle étaient dispersés dans la pièce au gré des prises électriques. Visseuses dévisseuses, ponceuses, fer à souder, pistolets à colle, etc. Ce tableau d'outils renvoyait plutôt à l'image du bricoleur ou du professionnel, électricien, plombier, chauffagiste, qu'à l'image traditionnelle de l'artiste. J'entrais par la même occasion sur le premier terrain d'observation de mon enquête, qui allait me mener vers la rencontre d'univers pratiques artistiques très différents. À chaque fois, ce fut une découverte humaine, des relations plus ou moins étroites s'établirent avec les artistes et j'en suis toujours ressorti enrichi quant à mon rapport à l'art. Cet escalier et ce couloir qui ne mènent nulle part restent la métaphore de mon entrée dans cette vie du faire artistique. Domergue est grand et mince, son corps est sec, musclé par une pratique régulière du yoga. Ses cheveux sont très courts, couleur poivre et sel. Des lunettes se posent sur son nez aquilin, ses yeux sont très clairs et vifs. Philippe Domergue m'a accueilli sobrement, mais avec chaleur. Immédiatement, il a resitué l'actualité de son travail, la préparation d'une exposition collective de photographes dans une galerie marseillaise, puis a émis ses doutes quant à l'œuvre en chantier. Lors de ce premier après-midi, il m'est arrivé ce que je souhaitais théoriquement éviter, l'observation participante. Domergue est devenu Philippe. Sachant que les arts étaient mon domaine de compétences professionnelles, car on se présente soi et son projet de recherche par lettres, par téléphone puis de vive voix, face à face, humanité face à une autre humanité, parcours personnel face à un autre parcours personnel. Il m'a tout simplement sollicité, m'a demandé mon avis, mes impressions, mes sensations. Et ce fut la même chose durant les 7 autres journées durant lesquelles je n'observais plus tout à fait, bien que l'on ne puisse pas dire non plus que je pratiquais. Cet artiste procède par projets séparés. Ses derniers travaux mettent en œuvre des technologies de très haute précision. Son travail d'artiste implique un grand nombre d'étapes séparées. Prise de vue, développement et travail de tirage en laboratoire, photocopie laser en nombre important, calculé à une échelle d'1 millimètre près, montage et découpage des épreuves en atelier, afin de réinventer une image montage, une image trompe-l'œil, mais pas uniquement par référence au réel, fabrication éventuelle des apostrophes. Une maquette si la pièce préparée a du volume ou du relief, fabrication des pièces en taille réelle avec ponçage, collage, traitement des surfaces de bois ou de plastique, enfin assemblage et essai de variation de composition avec les éléments terminés. Lorsqu'on pénètre dans son chantier, on est loin de la vision romantique de la création spontanée ou inspirée. Ici pas de flou mais de l'organisation méthodique, minutieuse, précise. Nous nous trouvons chez un artisan horloger, plus que chez un impulsif. Malgré tout, le doute, la spiritualité et l'angoisse sont bien présents dans cette pratique. Des moments de nature différente apportent à cette pratique, tour à tour, sentiment de plénitude et sentiment d'hésitation. Lors de ma première visite, Domergue terminait le traitement d'un tronc d'arbre poli par la mer. Ce tronc massif et court, partie incomplète d'un arbre à l'histoire inconnue, récolté lors de journées de quête sur des embouchures de rivières se jetant en Méditerranée, était peint en blanc avec soin et délicatesse. Après traitement sur toutes ses surfaces par un fongicide transparent, la partie peinte constituait le support d'un futur collage de photocopie. Un tracé à la craie blanche délimitait parfaitement la zone à peindre et à coller. La peinture était lissée régulièrement par un va-et-vient continu, qui renvoyait à une perfection artisanale. Cette peinture préparatoire, sur un bois dont je ne sais même pas s'il restera à la fin, apportait un moment d'action sans bouleversement, sans remise en cause, une tranquillité et une plénitude, dans un amour de la minutie. Ces gestes étaient donc minutieux, lents, réfléchis par avance, prévus, prévisibles et donc pouvant normalement se passer de cette lenteur. C'est sans doute que le rythme de cette pratique ne souffre pas la précipitation ni le changement. Elle doit durer et faire partie d'un continuum, afin d'apprivoiser quelque chose, peut-être un chaos extérieur à la production artistique, peut-être le rythme de la vie trop fluide, trop éloigné d'une introspection saine et tranquille. Une tranquillité productrice, tel est l'aspect de cette pratique. Mais cela n'enlève ni doute, ni hésitation, ni remise en cause.
simplement la production se fera dans une durée calme. Si elle se précipite, comme lors de la fin de notre observation de ce travail avec la proximité de l'exposition, alors l'angoisse se fera sentir au sein de l'urgence lente. Cette minutie correspond à Domergue, son chantier et sa rigueur. Il veut cerner ces zones de doute, les circonscrire lors de la conception de maquettes et lors des essais finaux. J'ai donc observé ces étapes de construction plus que d'élaboration, ce premier jour tout au moins. Après chaque construction-finition d'une partie de la pièce finale, l'atelier est balayé, on range les outils qui vont laisser place à d'autres. Ce balayage réunit la rigueur organisationnelle à un moment de détente spirituelle, comme un moine bouddhiste dans son jardin. Puis, lorsque l'atelier est propre, que l'espace devant l'œuvre est vide, la partie achevée est assemblée aux autres éléments de l'œuvre. Alors, un aspect plus ludique l'emporte parfois sur l'application. Domergue essaye déjà de situer un élément par rapport à d'autres alors qu'il est à peine sec, ce qui montre une forme de désir impatient. Il recherche la relation plastique qui s'élabore entre les éléments. Il se prend au jeu de la composition, recule, s'éloigne, modifie l'éclairage, revient, déplace la pièce de bois de 10 cm, repart, revient, la change de côté, repart, revient, se gratte le menton puis passe sa main sur son cuir chevelu. Il me sourit. Qu'est-ce que tu en penses? Ici cela ne bouge pas trop l'image du fond, est-ce qu'on continue à la comprendre? À chaque nouvelle partie achevée de l'œuvre, ce fut le même rituel, le rangement, puis l'observation-montage, l'essayage en quelque sorte. Et le doute, le démontage, le remontage. Enfin, les essais lumineux et sonores puisque cette œuvre pourrait être qualifiée d'installation. Sur la photographie de la couverture de ce livre, on observe cette phase de montage lors d'une autre journée d'enquête. Au final, tous les bois, à part l'arbre central, disparaîtront de l'œuvre. Aucun montage n'aura fonctionné pour l'artiste. Un travail de réalisation très important n'aura eu de sens que pour faire des essais pratiques, que pour voir matériellement une œuvre hypothétique modifiée finalement vers l'épure. Introduction. Ce qui compte, ce n'est pas une œuvre, c'est la trajectoire de l'esprit durant la totalité de la vie. Joan Miró. Ce livre propose de rendre compte d'une enquête menée auprès de 8 artistes plasticiens français de Méditerranée. Cette enquête se construit sur l'observation des artistes au travail dans les années 2000 à 2005, ainsi que sur de longs entretiens. Je me suis proposé d'observer des artistes contemporains durant l'activité qui les caractérise. La création artistique est mon objet d'étude. J'ai rencontré les artistes P. Domergue, M. Fourquet, S. Fauchier, C. Massé, G. Desclos, G. Ayats, Péloste et Semoukir. Comment travaillent les artistes? Comment se mettent-ils dans cette action si particulière que constitue l'invention, ce que l'on désigne socialement comme la création artistique? Comment parviennent-ils à ce qu'ils présentent ensuite comme des œuvres? Cette pratique artistique semble toujours se présenter dans un métissage de la fabrication et de la conception. Elle est perpétuel mélange de l'action et de la pensée, pensée en acte et acte de la pensée. L'ancienne partition philosophique entre l'idée et la production m'est apparue contestable, en ce que le faire modifie apparemment toujours un projet. Ceci est une loi dont des artistes veulent s'affranchir, surtout dans la tendance conceptuelle ou minimaliste, qui a travaillé sur cette maîtrise ou cette suppression de l'action. Sol LeWitt était un exemple parmi d'autres lorsqu'il déléguait auprès d'employés, systématiquement, la réalisation matérielle de ses œuvres. Il essayait alors de transformer l'action artistique en exécution. Depuis son décès en 2007, on reste songeur à l'idée que ces œuvres puissent continuer à être exécutées. Au sein de la sociologie des arts, avec l'étude des conditions de la production des œuvres et de leur réception, je me propose de développer et conforter une sociologie de la pratique artistique. C'est-à-dire une sociologie qui essaie de comprendre comme à partir de matériaux quelconques, bois, liège, papier, toile, pigments, logiciels informatiques, pixels, sites web, son, caméra, photographie, photocopie, morceaux d'arbres morts, vieux journaux, un homme ou une femme produisent des objets artistiques, des œuvres d'art, de l'art. Cette sociologie de la pratique artistique, de la production des œuvres, observe un processus de transformation de matériaux en objets considérés dès lors comme artistiques. Un saut qualitatif, donc social, se fait entre des matériaux, des médiums, des objets et une œuvre d'art. La désignation langagière sociale,
ce que Jean-Pierre Eskenazi nommerait les déclarations de l'œuvre 2007 sur 155-174, entérinant de manière performative le travail de l'artiste. Ce processus peut apparaître tour à tour comme artisanal, comme technologique, comme idéologique, comme poétique, comme lyrique ou comme magique. Entre la figure de l'artisan et la figure de l'artiste conceptuel, toute une gamme d'imaginaires de la création s'est mise en place dans la littérature artistique et dans les postures sociales des artistes eux-mêmes. Du mythe d'Héphaïstos dans sa forge, peint par Velázquez, à Dubuffet s'identifiant à l'ouvrier, en passant par Mondrian peignant en costume cravate et Pollock en état d'improvisation ivresse, l'histoire des représentations du faire artisanal, industrieux, puis artistique et sans entrave, mériterait une attention particulière quant aux enjeux de la sociologie des arts. Cette histoire de l'imaginaire artistique fera l'objet d'un autre ouvrage. Et même si l'on peut écrire avec B. Péquignot que l'écrivain ou le musicien ne travaille pas seulement avec l'encre et le papier et ou un instrument de musique, mais aussi et peut-être surtout travaillent leur système de représentation. 2007 sur 40. La façon d'utiliser ces outils et matières donne peut-être à voir ces mêmes systèmes de représentation. Les matériaux et le corps de l'artiste parlent du collectif, de culture et du processus social de l'art. Ce qui semble importé dans la pratique artistique contemporaine, à l'inverse d'autres pratiques, c'est le cheminement et non pas seulement le résultat. La pratique de l'art n'a plus une fin formellement précise, le résultat plastique n'étant rien prévisible, c'est ce qui apparaît notamment chez les artistes Fourquet et Fauchier. Il s'agit donc d'une pratique singulière qui se distingue en partie de ce qu'Althusser nomme pratique. B. Péquignot 2007 sur 33 introduisait déjà lui-même cette nuance entre production et production du nouveau, de l'art au sens moderne de ce terme. Sans approfondir, cette différence permettrait de séparer partiellement une sociologie de la pratique artistique, d'une simple sociologie du travail. Par exemple, serait distinguer l'activité du musicien jouant pour un concert, d'une autre activité de ce même musicien lorsqu'il crée et invente une musique. Lors d'une précédente enquête, j'avais effectué des entretiens avec des étudiants de l'école d'art de Bordeaux, négligeant la dimension concrète de leur activité, Villa Gordo, 1995. J'aimais pourtant à me promener dans les ateliers et les divers bâtiments, j'en étais devenu un familier après 5 mois d'enquête. Cependant, jamais je n'avais osé suivre les productions plastiques en cours. Les étudiants étaient angoissés par la proximité de leurs examens, et je ne songeais pas à les déranger dans leur intimité artistique. Puis, lors des oraux pour obtenir les diplômes nationaux d'art, j'assistais au rituel de passage, me rendant compte de la pratique sociale en marche, et de l'erreur qui m'avait fait rester sur les aspects déclaratifs de la préparation de ces diplômes. En paraphrasant Bruno Latour et Steve Woolgar, 1996, il me semble nécessaire de ne pas se reposer uniquement sur ce que les artistes et leur entourage disent d'eux-mêmes. Ils doivent devenir ce que l'anthropologie nomme un informateur certes privilégié, mais enfin un informateur dont on doute. J'ai par ailleurs perçu dans ma rencontre avec tous les artistes, un conflit d'intérêts entre ma recherche voyeuriste et la cuisine interne, propre au mécanisme caché de la création. J'ai essuyé des refus plus ou moins clairement exprimés et quelques fuites angoissées. La sensation équivaut pour beaucoup d'artistes à se mettre à nu trop tôt et sans possibilité de choix. Lors des expositions, l'artiste choisit ses oripeaux, ses œuvres et leur situation d'éclairage, de voisinage et de commentaires. J'ai imposé aux artistes des dates, des moments, des regards sans scrupules, plus un appareil photographique et une caméra. Tout cela sur les viscères d'œuvres encore imparfaites, itinérantes en quelque sorte, encore peu fixées dans la matière et les pensées initiatrices. Autour de ces œuvres en puissance ou en absence, se tramait un ballet inavouable. Le doute, le geste mécanique, blasé, l'hésitation coupable ou le lent cheminement poétique, le découragement enfin. Observer les œuvres en cours d'instauration peut enrichir la sociologie de l'art dans son ensemble. Cette question interroge la relation de la pratique artistique au collectif, par l'intermédiaire d'une communauté absente que je définirais, et le rôle de la pratique artistique quant à l'autonomie de l'artiste. J'observe les liens de la pratique au champ artistique, mais j'observe en même temps une autonomisation singulière de la contingence de la pratique, ce qui peut sembler s'opposer à la notion d'énonciation artistique collective apportée en 2007 par J.P. Eskenazi. Dans une première partie,
j'essaye d'aborder l'observation de la pratique artistique d'un point de vue théorique, critique et méthodologique. Dans une seconde partie, je donne à voir des portraits d'artistes en action avec photographies et larges extraits d'entretien. Le lecteur pourra ainsi choisir l'ordre de lecture, de la logique au terrain, ou directement de la lecture du terrain pour revenir vers la logique de la présentation de cet ouvrage. Première partie, la pratique artistique comme question sociologique. Chapitre 1, Penser et observer la pratique artistique. 1. Le sociologue et l'artiste. Comment nous situer en tant que sociologue lors des rencontres avec les artistes ? L'évolution de l'anthropologie résiderait, selon Segazarian, en ce que l'on a perdu l'illusion d'un terrain parfait, dans lequel l'enquêteur décrirait et interpréterait tout. Fondée sur l'imprévu et les changements de perspective, la recherche ne peut être maîtrisée, elle peut tout au plus être améliorée avec un seul principe fondamental, celui du respect des personnes étudiées, 2002/8. D'emblée, notre demande d'assister au moment de création artistique a semblé très difficile aux artistes. C'est une intimité qui allait être dérangée. Il y a un écart entre un vernissage, une exposition, lieu prévu socialement pour une représentation sociale de l'artiste, et le moment de création artistique. Moment de tous les mystères, notamment techniques, de tous les secrets, moment de transfiguration du banal, de transformation du non-art en art. Filmer, prendre en photo et vivre avec des artistes implique un respect éthique, comprenant par ailleurs la soumission des textes produits à ces mêmes personnes, même si cela n'entraîna aucune modification de ces mêmes textes. Les réactions ne furent pas toujours positives. Respecter, c'est également accepter l'imprévu de la pratique artistique, l'accepter comme un fait social important que nous appellerons la contingence de la pratique. Cette contingence implique des perspectives générales pour la sociologie, mais surtout elle rappelle que les pratiques des 8 artistes de notre enquête sont singulières, et elles appellent d'ailleurs des références théoriques très différentes pour chaque posture créatrice. Cela nous renvoie à la question de Wittgenstein sur la possibilité, ou plutôt l'impossibilité, de parler de l'art en général. La dialectique interne-externe, partition académique, ne tient pas lorsqu'on s'occupe de l'art en particulier, c'est-à-dire lorsqu'on se penche sur un artiste et son œuvre, et non pas sur un art désincarné. Après ces remarques, comment se situer d'un point de vue méthodologique ? Réfléchir à l'organisation, la conceptualisation et la présentation discursive de l'enquête est en soi un problème de méthode et un problème perpétuel de définition de la pratique artistique. Il m'a fallu longtemps pour comprendre que les difficultés de méthode rencontrées étaient non seulement inhérentes à mon travail, mais un travail de recherche en soi. S'interroger sur les limites de l'observation de la pratique équivaut à interroger la pratique artistique, à redécouvrir que la rationalité artistique reste plurielle. S'interroger sur la présentation de l'enquête, sur le choix des types discursifs qui la représenteront, récit, métadiscours, reprise de l'idiolecte des artistes, encadrement théorique des retranscriptions d'enquête ou absence de cet embrigadement, est également une partie déterminante de la recherche. Vers une sociologie de la pratique artistique, ce sous-titre peut induire nombre d'attentes fausses. Il convient de dire rapidement ce que ce travail n'est pas, et ne prétend pas effectuer. Le terme de sociologie ne renvoie pas ici, on l'aura compris, à une description macro-sociologique des artistes. On renvoie pour ceux que cet aspect morphologique intéresse aux enquêtes de R. Moulin et J.C. Passeron, 1985-1986 et R. Moulin, 4e partie 1992. On ne fera donc pas une sociodémographie des artistes, une étude sur leurs conditions de vie ou leur réussite sociale. Nous pouvons renvoyer, quant à la question des carrières artistiques au sein d'un champ régional de l'art, aux travaux de F. Liot, 1997-2004, M. Azam 1998 et S. Girel, 2003. Je me propose d'observer des pratiques artistiques d'aujourd'hui, à partir d'une sélection d'artistes circonstanciels, proximité géographique, bouche à oreille, une part de notoriété nécessaire à la visibilité du nom de l'artiste, et enfin surtout une liste de noms fournis par l'entremise de Gilles de Montozon, ancien responsable du Centre d'art contemporain de Saint-Cyprien dans les Pyrénées-Orientales. Je ne recherche aucune représentativité des pratiques artistiques des artistes présentés dans cet ouvrage.
ce problème nécessiterait un traitement statistique relevant d'une recherche spécifique. Mon ambition se limitera à une meilleure connaissance des questions de la pratique artistique. Par ailleurs, on essaiera de se garder de la question des critères de l'art. Je considère les pratiques observées comme artistiques. Les acteurs se déclarant artistes, ils s'inscrivent dans le sens global de cette activité humaine aujourd'hui en France. Certes, il est difficile de ne pas se demander quand une pratique devient artistique. Ce qui revient à se demander où, quand et comment il y a de l'art, on ne peut éviter de penser à N. Goodman. La dimension anthropologique générale de ce questionnement excède les limites de notre travail, même si ces questions l'ont taraudé en permanence. Nous pourrions reprendre le propos de Bourdieu pour démontrer que cette question reste toujours latente. Le monde de l'art est un jeu dans lequel est en jeu la question de savoir qui est en droit de se dire artiste et surtout de dire qui est artiste. 2001/23. Comme Nathalie Heinich 2000, dans l'introduction de son enquête sur les écrivains, je me situe dans le comment les artistes pratiquent. Le comment reste cependant extrêmement vaste. N. Heinich, par exemple, ne s'intéresse pas aux modalités matérielles de l'écriture. Je m'intéresserai aux conditions et aspects les plus concrets de la réalisation plastique. Les lieux, les gestes et les attitudes, les postures et les hésitations. N. Heinich semble considérer que le descriptif des lieux littéraires de création a été fait de multiples fois. Au-delà du descriptif des lieux, je pense que les modalités empiriques ont un sens, une relation plus générale au comment se produit de l'art, au double sens de production et d'avoir lieu. J'essaye de penser les actes singuliers et les lieux de production dans une dimension relationnelle. Les filmer ou les photographier pour un reportage, pour un beau livre, ne suffit certes pas à en saisir la dimension sociologique. Les actes du faire, la poiesis, sont au cœur d'un écheveau de signification, ils ne sont pas semblables et univoques. S'ils peuvent être considérés comme irréductibles à un autre type de manifestation, ils ne sont pas incompréhensibles et déconnectés de toute logique sociale. Le comment vise donc l'inscription collective et individuelle de la pratique artistique. Une hypothèse de départ ne s'est jamais infirmée, contrairement à beaucoup, celle qui situe la pratique dans la relation systémique et fluctuante entre l'artiste et les autres, les proches, les artistes contemporains et anciens, amis, ennemis, adorés, exécrés, les spectateurs, les critiques, les néophytes. Tous ces autres n'ont pas la même présence, les mêmes rôles dans la production de l'œuvre. Mais l'artiste produit toujours en relation avec une communauté absente. Cette communauté est à la fois la garantie d'une indépendance, celle du monde artistique, et d'une interdépendance, celle de ce même monde. Cet espace social spécifique est déterminant dans la possibilité d'existence de la pratique artistique. Il en est également la limite. Le fait pour certains artistes d'essayer de ne reconnaître aucune autre référence que leur propre pratique est une façon de construire par l'exclusive leur espace social. La pratique ne sera, à ce titre, pas considérée sous des aspects totalement isolés et coupés des enjeux artistiques qui pèsent sur les artistes. Le terrain nous a montré cette contradiction et cette tension extrême. La liberté artistique ne peut exister que dans la tentative d'un isolement impossible. Les tensions sociales n'épargnent pas le monde de l'art. Ce constat pourrait d'ailleurs déboucher sur une autre enquête concernant les autocitations et les citations entre artistes comme geste social, définissant le champ artistique. Enfin, j'ai basculé parfois au cours de l'enquête, dans une observation participante, cédant aux demandes d'artistes avec qui la confiance amenait un échange, voire un travail d'équipe. Ressortant de ces journées de coproduction artistique, de copratique, il m'apparaissait de plus en plus délicat de généraliser les instants pratiques. 2. Les artistes face à l'enquête. Certains des artistes visités produisent des livres, tels Fauchier, d'autres refusent tout discours à caractère analytique, tels Moukir, Lost ou Desclos. Mais ce dernier, par exemple, avoue n'avoir jamais autant parlé de son travail lors de nos entretiens et me demandera de ne pas trop le dire, ce que je m'empresse de ne pas faire par cette phrase. J'ai observé des positions de principe contre le discours, cela ne voulant pas dire que ces artistes aient une absence de pensée. Chez certains artistes, il y a comme une méfiance ancienne face aux mots, constitutive de la posture historique de l'artiste plasticien. Cependant, la pratique sera considérée dans cette recherche également dans ses aspects idéologiques, langagiers voire théoriques. Pour des artistes,
Toute proposition est d'abord une proposition sur l'art, Deschâteaux 1994 sur 151. Pour d'autres c'est faire une pratique, et cela voudrait s'arrêter là. Bien avant Duchamp, la dimension cognitive Château 1994 152 de l'art était présente chez les artistes, certains interrogeaient les limites de l'art bien avant les avant-gardes, tel l'exemple littéraire de Fraunhofer dans le chef-d'œuvre inconnu de Balzac. Cependant, à côté de la figure balzacienne du génie délirant et en quête d'absolu, ont toujours existé des artistes théoriciens, rationalistes ou philosophes. J'ai été durant l'enquête, plus souvent remise en cause par cette dernière posture d'artiste que par celle qui tenait à distance, mais respectueusement, le discours et la théorie. À ce titre, Duchamp redistribue les cartes des rôles à jouer, même si certains font semblant de l'oublier. La tendance des théoriciens est de s'approprier la théorie des artistes et de croire que nantis d'une méthode de pensée plus structurée et plus consciente d'elle-même, ils sont capables de nettoyer cette théorie des équivoques ou des contradictions qui l'embarrassent prétendument. Seulement cette appropriation reste toujours partielle. Elle prend ce dont elle a besoin, sans s'occuper de savoir si le prélèvement respecte l'intégrité de ce qu'il exemplifie concrètement. Château, 1994 sur 152. La pratique artistique se met elle-même en état de pensée, puis les artistes choisissent de la formuler plus ou moins, d'en prendre conscience plus ou moins. La pratique artistique peut dès lors être présentée comme des moments de pensée et d'action, qui ne se prêtent pas à une communicabilité de type universitaire et scientifique. Elle est hétéroclite et ne génère pas un système pratique commun, dont on pourrait tirer un processus idéal typique ou hébérien. Comment penser le phénomène de la pratique artistique, qui est lui-même une forme spécifique de la pensée? Ce travail comportera en permanence un inconfort théorique. Comment aborder et présenter ces rencontres avec des univers pratiques? J'essaie de répondre par l'organisation matérielle du travail. Photographie, paroles d'artistes, descriptifs sous forme de récits, cet ensemble étant pondéré par des remarques plus théoriques et analytiques. J'ai observé des écarts entre des pratiques éclatées, triviales, quotidiennes, et des pratiques rigoristes, programmatiques, presque militantes dans leur organisation. J'ai pu dans mes recherches d'artistes me trouver tour à tour face à un Diogène artiste qui refuse l'accès à son atelier, et face à un orateur artiste qui me fait un cours sur ce qu'est la peinture, la création, l'inventivité, sans jamais se mettre en action, le moins du monde. Par exemple, une difficulté récurrente a résidé dans l'interpénétration du contenu artistique des pratiques avec leurs apparences brutes et concrètes. Comment désacraliser la production, pour la regarder le plus empiriquement possible, tout en lui accordant sa spécificité. De façon plus iconoclaste. Est-ce qu'il y a une relation entre l'art et un homme qui s'enferme dans son garage toute la journée, qui range ses papiers et ses peintures, qui téléphone et fait de la menuiserie, qui arrose son jardin, qui va choisir ses pigments et lit avec attention les catalogues de fabricants de peinture industrielle? Ceci résume une demi-journée de Hayats. Et que dire à l'inverse de l'effet de ma présence, qui oblige les artistes à produire afin que j'en reçoive pour mon argent, selon l'expression du plasticien Fourquet? N'ont-ils pas voulu donner à voir une pratique cohérente, dynamique, présentable? Dans le cas précédent de Hayats, visiblement non. J'ai essayé de remédier imparfaitement à cela par des visites nombreuses, et relativement espacées dans le temps, afin d'éviter un moment de pic de production qui serait illusoire. Les artistes ne produisent pas tous les jours et en permanence. Cela est compris. La pratique n'est qu'un mot, ce n'est pas un objet, encore moins une pratique sociale unifiée et standardisée, elle est hétérogène, relationnelle, collective ou solitaire. H. Baker, 1982. Il s'agit de la désubstantifier en quelque sorte, de ne pas la concevoir une et univoque. Cependant, toutes les pratiques artistiques participant à l'idée occidentale du concept d'art, ou des arts, sont en parenté historique et culturelle. Une même histoire unit ces pratiques. Cette même histoire contient également l'injonction pour les artistes de ne pas se ressembler, de rompre sans cesse les traditions et les héritages par des pratiques innovantes perpétuelles. 3. La pratique et l'analyse interne-externe de l'œuvre. Je me situe d'emblée dans le débat, en théorie de l'art et en sociologie, à propos de l'analyse interne et externe des œuvres d'art. Observer la production donne un regard singulier sur cette question. Avec Bourdieu, 1975-1992,
Passeron 1986, Péquignot 1993, 1994, 1996, 2001-2007 et Eskenazi 2007. Je suis favorable à une dialectique des analyses internes-externes. Se couper des enjeux spécifiques du champ artistique, c'est-à-dire des enjeux d'esthétique, de représentation, d'expressivité, de choix des langages formels et plastiques, me semblerait être un problème méthodologique majeur. En partant des réflexions de Roger Bastide, Bruno Péquignot écrit 2000 sur 260. La distinction entre l'analyse interne et l'analyse externe disparaît au profit d'un va-et-vient permanent entre les deux. Ce qui peut être établi par l'analyse interne doit trouver un étayage dans des faits externes, conditions de production et ou de réception, et inversement ce qui est repéré dans l'enquête externe doit trouver son correspondant dans l'investigation interne. Lorsqu'un artiste pratique son art, avant l'œuvre achevée, répétition-composition de musiciens, élaboration-projet d'un bâti par un architecte, peintre dans l'atelier, artiste préparant une installation ou une œuvre dans le paysage, ou un événement corporel, danseur chorégraphe cherchant des pas inédits, nous nous trouvons au cœur des tensions entre le sujet et le collectif, entre la situation singulière d'un artiste et le contexte, la situation historique d'une société. La rencontre entre l'habitus d'un artiste et l'état des positionnements dans le champ artistique, cet ensemble structuré mais évolutif est une dialectique dont la pratique artistique est la manifestation en acte et en temporalité. Pratiquer un art, ici les arts plastiques, revient à se trouver à la croisée des chemins, au point où chaque action matérielle recoupe les enjeux de la communauté artistique, telle que nous la définissons, c'est-à-dire un état historique de l'art perçu et vécu selon la trajectoire de chaque artiste et notamment selon ses premières années de formation. La pratique artistique se situe dans ce va-et-vient entre un en-dedans du monde des œuvres en train de se faire et un en-dehors qui occupe aussi l'artiste, une exposition à venir, l'horizon esthétique d'attente, tel que défini par Josse 1978, le regard des autres, l'état du champ de l'art contemporain, le champ départemental de l'art, public et privé, la nécessité de changer et de varier une production selon la tradition du nouveau, selon L', expression de Harold Rosenberg 1959, etc. En essayant une sociologie de la pratique, j'interprète les œuvres inachevées afin de comprendre toute la démarche artistique. Je décris aussi la pratique de type artistique comme le ferait une ethno-anthropologie du travail. C'est un rituel contemporain. Ce rituel travail, cette fabrication-création, s'observe de façon très empirique. Le corps de l'artiste, le rythme, le temps, les gestes, les outils, la technique, la lumière, les sons, les odeurs. En ce sens, j'ai l'impression d'être au plus interne de l'enfance de l'œuvre en tant qu'objet concret et en tant qu'imaginaire. Interpréter la pratique artistique des œuvres en train de se faire est légitime au sens où B. Péquignot l'a formulé dans sa réponse à N. Heinrich et à A. Aignan. Interpréter, c'est comprendre le processus concret de production des sens, des significations ou des valeurs socialement attribuées aux œuvres et les effets construits de cette production. 2001 sur 34. En observant un artiste au travail, nous sommes d'emblée dans les conditions socio-historiques visibles et matérielles de la production artistique. Que s'autorise-t-il à faire, que s'interdit-il, quel est l'aspect de son lieu de travail, quelle posture corporelle met-il en œuvre, quel imaginaire du faire donne-t-il à voir? Ces agissements sont porteurs du sens et de la valeur attribuée à l'œuvre d'art, en cours de production matérielle. Nous sommes donc bien en train d'observer le processus concret de fabrication des significations sociales des œuvres, en considérant l'artiste comme un acteur social à part entière, mais néanmoins créateur. L'artiste invente des significations, qui plus tard conféreront de la valeur sociale aux œuvres qu'il produit. C'est aussi cela que je tente de restituer. 4. L'art contemporain en question. Après avoir situé cette recherche au sein de la sociologie des arts, j'aborderai plus directement la pratique artistique. À partir du moment où aujourd'hui, historiquement, l'artisan s'efface pour laisser place à l'artiste moderne puis contemporain, que reste-t-il d'une dimension du faire? Du point de vue de la critique du sens commun, mais aussi de la querelle à propos de l'art contemporain en France dans les années 1990, le travail de création aurait tendance à devenir invisible, ou en tout cas fainéant, minime et scandaleux. Monochrome, objets industriels, dispositifs éphémères, le presque rien, voire l'invisible, pénètre depuis longtemps avec force polémique le champ des œuvres d'art. Cependant,
Il ne suffit pas de désigner un objet manufacturé pour qu'il devienne œuvre d'art. Le coup de force symbolique de Marcel Duchamp n'est possible qu'à certaines conditions et il n'a pas un effet magique. Tout n'est pas permis à partir de là. Les produits artisanaux et manufacturés de nos rayons d'hypermarché ne se trouvent pas exposés dans nos musées. Et l'inverse n'est pas vrai non plus, même si des reproductions d'œuvres façon Andy Warhol sont en vente dans les travées d'IKEA. Une œuvre d'art ne se confond pas tout à fait avec un objet quelconque, même si elle montre la même apparence formelle. Un ensemble de meubles, d'objets de design, d'habits, de lecteurs CD, de télévision peut ainsi faire partie d'une mise en scène dans une installation de Pipi Lottirist, artiste vidéaste suisse né en 1962, et de ce fait devenir partie intégrante d'une œuvre d'art. Dans cet exemple, cet ensemble d'objets est celui de notre environnement direct, du quotidien, du chez nous. Mais le travail de mise en scène poétique de Périste transforme l'ensemble de ces objets en installation, en œuvre d'art, du moins pour les personnes qui pensent cela, galeristes, collectionneurs, cadres des institutions culturelles, critiques, spectateurs croyants, autres artistes, dans le cas d'espèce moi-même. Des groupes sociaux déclarent cet ensemble comme œuvre. Cet artiste propose une expérience singulière de l'espace et du temps que Pascal Ancel, 1996, définirait comme une exploration de la matière sociale et une représentation de l'imaginaire de notre société. Et l'on sait, avec les apports de la philosophie analytique anglo-saxonne, Adanto 1981, G. Genette 1992, que les critères esthétiques, formels et plastiques sont remis en cause dans l'évaluation philosophique des œuvres d'art. Les travaux de Deschâteaux 2000, en France, recentrent la question sur l'artistique et non pas sur la succession des paradigmes contemporains qui éparpilleraient tout repère esthétique quant à la question de l'art. Il ne faut pas perdre de vue que le vocable « contemporain » est une notion de combat idéologique dans le monde de l'art et de ses institutions. La crise de l'art contemporain dans les années 1990 est aussi le fait des artistes eux-mêmes. Cette crise peut être interprétée comme une lutte interne au champ artistique pour savoir si l'on doit passer à une autre époque artistique. Le contemporain ayant chassé le moderne, on se trouve dans une période de transition qui ne trouve pas la substitution au contemporain. La dénomination « art contemporain » est devenue un label, un marqueur social de réussite. Elle est souvent associée aux fonds régionaux d'art contemporain et aux galeries qui gravitent autour d'eux. Être artiste contemporain ou pas, cela revient souvent à faire partie de la collection d'un frac, comme c'est le cas pour Fourquet par exemple. Or, certains des artistes collectionnés par l'État nient le terme de contemporain. Ils sont mal à l'aise avec ce que véhicule comme univers social ce même mot, snobisme supposé et parfois réel, passe-droit réel ou imaginé, milieu bourgeois, intellectualisme, pouvoir culturel, argent. Les artistes rencontrés ont donc une relation ambiguë avec le vocable contemporain, qui les instaure ou pas, dans des filiations. Je ne rechercherai pas les ruptures ou continuités esthétiques des artistes rencontrés, je les présenterai si cela est exprimé, véhiculé, mis en évidence par les artistes eux-mêmes, bref si cela est un enjeu pour leur pratique. La plupart des artistes que j'ai rencontrés se méfient de l'idée de contemporanéité et critiquent l'art contemporain, souvent également parce qu'ils refusent le phénomène d'étiquetage. Seul Domergue semble vouloir se relier à l'art contemporain, tout en sachant bien que le décalage géographique par rapport à des centres artistiques urbains, notamment Paris, entraîne un décalage temporel, voire intellectuel, au regard du concept d'art et des nouvelles formes artistiques. Tous les plasticiens rencontrés ont été en phase avec l'actualité artistique à un moment de leur trajectoire. Mais on observe presque chez tous des décrochages dans leur parcours. Ils essaient dès lors de faire de cet isolement une force productrice, un levier à partir duquel soulever l'art. Je ne travaillerai donc pas ici sur l'art contemporain proprement dit, mais à l'occasion sur les rapports tumultueux à la contemporanéité de 8 plasticiens domiciliés dans le sud de la France, en Roussillon. 5. Habitus, champ et pratique artistique. Au-delà de l'éclatement des repères formels des œuvres, au-delà de la variété des énonciations de l'art, et notamment autour des multimédias et du numérique, nous pouvons conserver un objet sujet d'étude qui consiste à observer d'un point de vue sociologique ce qui fait qu'une pratique est artistique. Sans l'isoler de son contexte social, que les artistes, dans les nombreux entretiens que nous avons eus avec eux, ne rechignent pas le moins du monde à désigner.
Ainsi, le moment de production de l'œuvre est-il entouré de questionnements se rapportant à la collectivité, il en est traversé et n'a de sens qu'au sein de ce tissu signifiant. Étape de la vie de l'artiste, exposition prévue, publication d'un livre, état du marché de l'art, champ artistique régional ou national du moment, actualité artistique, actualité politique nationale et internationale, interaction avec la communauté artistique locale, lien avec des penseurs de l'art, critiques, philosophes, lien avec les marchands de l'art, etc. Mais pour autant nous ne nous pencherons pas prioritairement sur le programme bourdieusien, 1992, de la science de l'œuvre d'art. La relation entre le post-historique d'artiste et l'habitus de chaque artiste rencontré. La dialectique entre l'univers des possibles du champ et les habitus des personnes observées et questionnées n'est pas d'emblée notre objet d'étude. En revanche, le travail de construction identitaire des artistes au cours de la pratique artistique, le travail par lequel l'artiste fait son œuvre et se fait inséparablement comme artiste, dirait P. Bourdieu, 1992, et Péquignot 2007/32, nous concerne. Des questionnements théoriques ont émergé lors de l'enquête, notamment quant à l'adéquation du concept d'habitus au regard de la situation de création de l'individu artiste. Mais cela fera sans doute l'objet d'un autre ouvrage. Le concept d'habitus ne semble pas prendre en compte certains aspects contingents desquels peut surgir l'invention, volontairement ou fortuitement. Même si je n'ignore pas que Bourdieu fait un usage variable de l'habitus selon ses textes. Par exemple, concernant la fabrication de son concept, il écrit « Je voulais mettre en évidence les capacités actives, inventives, créatrices, de l'habitus et de l'agent. » 1992/252. Pour ma part, il ne s'agit pas d'exonérer l'artiste du social, d'en faire un en dehors de la société, il s'agit de rendre compte à partir de mes observations que la création artistique excède certains aspects de l'habitus. Le processus de la pratique artistique permet des expériences du temps inédites au regard de la collectivité, l'isolement, le retrait, un temps non rentable, un peu à l'instar de ce que l'expérience d'une installation artistique P. Ancel 1996 ou du visionnage d'un film, Etis 2005, peuvent apporter à un spectateur. Parce que c'est une des dispositions socialement et historiquement inscrites dans la posture et le poste d'artiste. Il ne suffit pas de tracer la trajectoire de l'artiste pour savoir ce qu'il va produire d'un point de vue artistique. Il ne suffit pas de savoir qui a créé le créateur pour dire ce qu'il va produire. Rien ne prédestinait l'obscur fils d'un obscur professeur de dessin à devenir Picasso. Des centaines d'étudiants des beaux-arts espagnols dessinaient aussi bien à la fin du XIXe siècle. La seule virtuosité technique précoce n'implique pas la virtuosité artistique. Nous nous intéressons au « comment va créer le créateur ?» dans ce que cette question a de plus singulier pour chaque artiste. Ce comment ne se résume pas au parcours sociologique d'une personne, à sa formation ou à son origine sociale. L'artiste n'échappe ni à son époque ni à sa trajectoire, mais ses œuvres peuvent excéder les déterminismes classiques. Une œuvre remarquable et remarquée change quelque chose, elle transforme aussi le social. J'estime qu'une valeur sociale ajoutée, la valeur artistique, est fabriquée aussi par l'artiste. C'est un fait social aussi incontournable qu'un autre. Comme l'écrit J.C. Passeron, 1999. Ce processus social repose sur un fait simple. Un artiste produit une transformation de matériaux en œuvre d'art. Ce processus est collectif, par le champ artistique, le monde de l'art, mais aussi très empiriquement individuel. Or, c'est en cela que j'aimerais détailler dans cette recherche ce que J.P. Eskenazi, 2007, nomme dans sa globalité énonciation de l'art. Je m'intéresse pour ma part à l'énonciation singulière. Par ailleurs, une œuvre d'art n'est pas un objet social comme les autres. Au-delà même des chefs-d'œuvre, nous trouvons des objets considérés comme de l'art, et des objets considérés comme autre chose, dont la valeur marchande n'est pas indexée aux règles et valeurs du champ artistique. Comment sont produites les œuvres d'art ne rejoint donc pas tout à fait la question du « qu'est-ce qu'une œuvre d'art ?» Mais cela y contribue sans doute. Car j'ai observé des artistes qui rejettent une œuvre produite comme ratée, inaboutie, et qui en considèrent d'autres comme valides au regard d'une valeur artistique. Or, le sociologue peut toujours dénier un statut métaphysique différent entre l'œuvre ratée et l'œuvre réussie, mais il ne peut nier le fait social observé dans l'atelier qui voit l'artiste opérer une sélection esthétique.
L'artiste accorde de façon corporelle, sensitive et technique, une valeur artistique à un objet fabriqué plutôt qu'à un autre objet fabriqué, ou bien il va pratiquer, produire, faire cet objet jusqu'à ce qu'il devienne une œuvre, opérant par là même ce processus de transformation plastique et sociale. Donc, quelle que soit la pérennité sociale de cette œuvre, sa grandeur ou sa modestie, il s'agit d'une œuvre produite comme telle par un agent social en quelque sorte légitime pour faire cela. Il opère par des cadres expérimentaux, corporels, cognitifs, par un sens pratique, une sélection, une perception entre l'art et le non-art. Comment s'opère la différenciation art-non-art? Comment s'effectue la pratique artistique? Pour un artiste, qu'est-ce qui confère la valeur d'œuvre à un objet qu'il fabrique? Nous interrogeons le tout début de ce processus d'incarnation. Il est au fondement de l'art, de cette chaîne de l'art, de ce cercle vertueux de production. Sans chercher à répondre à la question posée par R. Moulin sur la qualité de l'œuvre, 1993/21, nous considérons que les artistes décrits dans ce travail produisent de l'art, reconnu par eux-mêmes et une partie de la société qui les entoure. Qu'est-ce qui permet cette invention, au sens étymologique de découverte? Le processus plastique d'action et de transformation de matériaux ordinaires en œuvres d'art est à la fois connu, presque pittoresque et totalement opaque, surtout concernant l'art contemporain. Ce moment d'alchimie, où par évidence l'artiste n'est pas seul si ce n'est physiquement, mais représente une collectivité par sa formation et sa socialisation, reste cependant à observer en soi, pour soi, et le plus précisément possible. Faire l'économie de l'étude des œuvres, n'est-ce pas le rêve secret de toutes ces démarches théoriques sur l'art qui disent tout sur l'avant et sur l'après-œuvre et jamais rien sur l'œuvre elle-même? Écrit B. Péquignot, 1993/21. Pour notre part, nous nous préoccupons du pendant de l'œuvre, pendant sa conception, réalisation, fabrication. 6. La construction théorique, historique et scientifique de la pratique artistique. La pratique artistique, en tant que catégorie à construire, est en quelque sorte bâtarde et orpheline dans l'histoire culturelle. Souffrant à la fois de trop de causalité dans la littérature artistique, les idées, l'intuition, l'imagination, l'improvisation, le hasard, la prévision, la raison, la folie, le génie, les muses, les formes éternelles, la pratique artistique interroge les historiens de l'art, l'influence, la question du style, la force formatrice d'habitude, le Kunstwollen, mais aussi plus indirectement les sociologues de l'action, les déterminismes sociaux et historiques, idéologie, la causalité, le contexte culturel, la socialisation, la formation artistique, l'influence du champ artistique, le sens pratique, etc. Elle manque cependant de tentatives de construction théorique, à l'exception notable de la poétique inventée par Paul Valéry 1937, continuée par R. Passeron 1989. Sans doute en raison de cela, la pratique artistique a effectué une entrée tardive dans le champ de la recherche universitaire et philosophique. L'esthétique l'aborde à la marge, à travers l'étude de l'art et de ses effets, mais ce n'est pas son objet premier. À moins de définir l'esthétique, à l'instar de Deschâteaux, comme une philosophie de l'art qui ne s'occupe pas uniquement du champ lexical des discours sur l'art, mais qui, en prétendant élucider le concept d'art, espère rendre compte de l'activité des individus qui sont ou se croient artistes, des institutions qui gèrent socialement l'art, des artefacts ou des objets qui sont considérés comme des œuvres d'art, etc. 1998/15. En ce sens, je prends en compte l'existence ternaire de ces disciplines. La sociologie ne peut sans doute pas faire l'impasse sur l'existence d'une double tradition discursive qui traite de la question de l'art, la philosophie et l'histoire et notamment l'esthétique et l'histoire de l'art. Péquignot 2007/19. Si la construction théorique du concept d'art comporte deux moments, l'un étudiant le contenu du concept, l'autre essayant de discerner le domaine empirique que ce concept pourra recouvrir, c'est-à-dire les limites dans lesquelles son travail reste pertinent à l'aune de son référentiel. Château 1998/16. Alors la présente enquête contribuera au discernement empirique, revenant peut-être en un dernier temps vers un éclairage du concept d'art. Cependant, je voudrais essayer de séparer le problème des critères du beau, du jugement de goût et de la réception de celui de la pratique. Par évidence, les praticiens de l'art se heurtent à des problèmes de valeurs artistiques. Nous venons de l'aborder, et s'interrogent sur la réception de l'œuvre et donc sur ses critères esthétiques. Ils produisent toujours pour un public. Ces questions sont des corollaires de la pratique,
mais il convient de les séparer pour les besoins premiers de l'observation et de l'analyse. Quant à la question du concept d'art, je la laisserai volontiers de côté dans un premier temps, tout en observant peut-être comment elle traverse mon objet qui est l'étude de la pratique, mais de la pratique artistique. Le rapport entre art et pratique rend difficile la construction scientifique de l'étude de la pratique. La notion globale de pratique artistique n'a pas de grande fortune critique et épistémologique. Les ouvrages dans lesquels sont délivrés les conseils de fabrication d'œuvres sont historiquement des traités, Alberti, Vinci, etc., ou des poétiques, Aristote. La notion de pratique en revanche a un riche passé marxiste. Sans en faire l'archéologie, notons qu'elle est liée à l'idée de transformation d'une matière première en un produit déterminé, Althusser, 1965/67, in Pecquigno 2007/30. Elle se caractérise par le moment singulier d'une pratique qui ne se réduit pas aux matières et produits utilisés, mais au moment du travail de transformation lui-même, qui met en œuvre dans une structure spécifique, des hommes, des moyens et une méthode technique d'utilisation des moyens. Althusser, Pecquigno ibidem. Mais la philosophie marxiste resta à l'écart d'une philosophie de la création artistique, malgré l'esthétique marxiste autour de G. Lukács et L. Goldman. Marx s'intéressa en revanche à la production sous toutes ses formes, ne parlant de l'art que de façon marginale, surtout à propos du fétichisme de la marchandise. Dans le problème de la production, nous retrouvons toutefois le problème du marché, de l'offre et de la demande. Il semble que l'artiste produise le public de l'œuvre dès qu'il la façonne. Il interprète et produit un objet signifiant qui, même avant-gardiste, pourra être perçu par lui et des autres comme œuvre d'art. Ce paradoxe temporel en quelque sorte, car la production se fait en même temps que l'interprétation-réception, a été noté par Marx lui-même, manuscrit de 1857/27, comme l'a souligné et réinterrogé B. Pecquigno, 2007/29-36. Cela questionne l'idée d'une production artistique sans produit fini, tendant vers une finalité sans fin de type kantienne, notion élaborée dans Critique de la faculté de juger, 1790, anticipant son public et ses interprétations multiples, telle la machine à rêver cinématographique de Deleuze. L'artiste créant les spectateurs et vice-versa. Par ailleurs, le désintérêt idéologique de la tradition philosophique classique et notamment de l'esthétique pour le faire, plaça longtemps les pratiques dans l'oubli théorique, la philosophie s'occupant très majoritairement d'idéalisme. L'apostrophe impérialisme de l'esthétique, R. Passeron 1989/16, s'explique aussi par des raisons historiques. La pratique intéresse au premier chef les producteurs d'art, beaucoup moins les critiques et les écrivains sur l'art. Après tout, les œuvres sont destinées aux commentaires, les actes créateurs intermédiaires à l'oubli. Chaque théoricien a ses intérêts propres qui s'ajoutent à ceux de l'artiste. L'accès à la source pratique n'est pas aisé, d'un point de vue matériel et concret, ainsi que d'un point de vue idéologique. Les artistes sont de plus en concurrence, les secrets du faire sont souvent de mise, toute époque confondue. Enfin, les artistes, seuls témoins du faire artistique, n'ont pas pour métier l'écriture. Selon les périodes historiques, évoquer par écrit son expérience manuelle n'avait pas de sens. De l'apprentissage ritualisé du compagnonnage à la publication des traités de peinture, jusqu'aux planches de l'encyclopédie, il y a aussi une histoire du secret du faire. L'objet pratique de l'art fait donc une entrée plus que tardive dans la recherche universitaire, avec à la fois l'avènement des recherches poétiques, sous la paternité déjà lointaine de Paul Valéry en 1937, dans la Revue d'esthétique numéro 3, 1971, et la création d'une filière d'art plastique à l'Université française dans la même période, les ateliers séminaires, de 1969 à Paris 8, puis à Paris 1 Saint-Charles. Ensuite, un apport important fut effectué grâce aux très nombreux articles de la nouvelle revue Recherche poétique, 1975 à 2000. Institutionnellement, la pratique était laissée aux praticiens de l'art dans les écoles d'art. Intellectuellement, elle était laissée aux écrits d'artistes, parfois aux critiques et plus récemment aux reportages photographiques et éventuellement aux documentaires filmés sur les artistes. Ainsi, les photographies et les films de Hans Namuth montrant Pollock en action sont aussi connus que sa peinture, comme le sont les images et films sur un Picasso en représentation de pratiques artistiques, Le Mystère Picasso de H. G. Clouzot en 1956, prix du jury Festival de Cannes 1956. Le fait que l'approche de la pratique se divise entre
D'une part, des écrits voulant véhiculer un point de vue interne à l'expérience pratique, les écrits d'artistes et les nombreuses thèses issues de la discipline des arts plastiques qui sont à ce titre importantes, et d'autre part des stéréotypes médiatiques cherchant à saisir les génies et leurs mystères, suffit à mettre en évidence la difficulté analytique et critique à aborder cet objet de recherche. Hormis les témoignages des artistes eux-mêmes, somme considérable, de leurs amis, familles, marchands, impresarios, lorsqu'ils sont célèbres, il n'existe pas à ma connaissance d'écrits décrivant la pratique artistique de première main, pourrait-on dire en paraphrasant Bellatour et S. Woolgar. Des écrits au sens de production ethnographique, ou à caractère scientifique pourrait-on dire. La littérature artistique est immense, la base de données est impressionnante, pour autant on connaît relativement peu la vie quotidienne des anciens ateliers et la vie contemporaine des artistes en production. Ce qui manque, pour le dire brièvement, ce sont des enquêtes contradictoires, des observations directes d'artistes plasticiens. Vasari 1511 à 1574, si on le prend comme l'une des figures de la naissance de la littérature artistique, véhicule plus une image laudative, certes très informée, qu'un descriptif de sa propre pratique ou des chantiers auxquels il a participé. Nombre de biographes sont encore dans la géographie, nombre d'historiens de l'art s'intéressent peu à la pratique concrète, ils consultent des archives, des écrits, mais sont peu nombreux à aller directement sur le terrain. Clément Greenberg et Harold Rosenberg, qui connaissaient personnellement les artistes de l'expressionnisme abstrait, basaient leurs travaux sur les œuvres et non sur l'observation de la pratique, même si Rosenberg se centrera sur les actes et leurs traces. Finalement, les pratiques sociales sont peu observées empiriquement. Les biographes des artistes, par exemple, travaillent souvent à partir de récits ou d'archives. Le matériel constitué par les films documentaires accumulés au XXe siècle sera sans aucun doute un corpus important pour les sociologues de l'art. Il conviendra toutefois de penser le processus de représentation filmique de la pratique. In fine, la tradition de la poétique française reste l'exception à cet oubli théorique envers le faire et la fabrication de l'art. Et si René Passeron juge que les rapports entre la poétique et la sociologie sont plus difficiles que ceux de la poétique et de l'esthétique, il reconnaît que l'approche poétique de l'œuvre d'art passe également par la psychologie, la sociologie, etc., plus la technologie de l'art. 1989/15. Ainsi, la poétique générale, au niveau d'une poétique positive, adopte les méthodes des sciences humaines appliquées concurremment dans une sorte de pluralisme. Les techniques les plus précises d'établissement des faits doivent lui permettre de constituer les dossiers descriptifs dans les domaines qui la concernent. Ibidem, page 21. Si la poétique, dont ce livre s'inspire, adopte les méthodes des sciences humaines, il m'apparaît légitime d'importer l'appareillage conceptuel de la sociologie, sans abandonner les apports de la philosophie de l'art et de cette même poétique. 7. Saisir la fugacité et la diversité de la pratique. C'est également par la nature même de la pratique qu'il faut voir les difficultés de son étude. Elle est éphémère. Les œuvres d'art achevées et exposées ont toujours été plus faciles à saisir et à aborder. Elles sont là, face à tout un chacun et le penseur peut renvoyer son lecteur à une expérience esthétique individuelle que l'on tentera de faire partager ou de guider, même si tout cela n'est pas si simple en se référant à Baxandall, 1991. La pratique, à l'inverse, correspond assez bien à ce que Mallarmé nomme le vierge, le vivace et le bel aujourd'hui. Fugace, instable, multiple, privé, voire caché, la pratique a toutes les qualités pour rebuter le chercheur en sciences sociales et le philosophe. Elle est voilée, obscure, secret d'atelier, voire secret d'alchimiste. La pratique est presque prude et coquette, voulant masquer son apparence intermédiaire, ses dessous, sa chair et son corps pubère et imberbe. L'œuvre d'art immature reste dans les tiroirs, les recoins d'atelier, presque comme un secret d'alcôve. Les artistes, à moins d'une reconnaissance prestigieuse anticipée, rechignent à juste titre à présenter leurs essais, projets, esquisses, bref leur enfance de l'art qui peut montrer leur maladresse, ingénuité voire leurs emprunts peu scrupuleux. La pratique comme fait social se dissimule derrière l'œuvre, cette dernière n'apportant que des indices plus ou moins spectaculaires et précis sur son origine. Une des motivations de ce travail réside dans cette confrontation froide aux œuvres, et par conséquent dans cet imaginaire d'une relation chaude à l'art en action. Traverser un centre d'art avec cet habituel alignement des œuvres, voire des accrochages, des documents, des photographies.
tout cela peut laisser insatisfait celui qui souhaite s'interroger sur l'art dans sa pratique effective, dans son processus et non plus uniquement dans son résultat. L'expérience vécue de la création ou l'exécution artistique peut révéler des faits qui auraient échappé au simple spectateur, lecteur ou auditeur. C'est pourquoi les témoignages d'artistes réfléchissant sur leur art sont d'un grand intérêt esthétique. Assurio, 1990/1163. Des faits qui auraient échappé aux spectateurs ? Voilà bien un euphémisme qui feint d'ignorer qu'entre l'œuvre regardée et les actes qui l'ont produite, nous sommes dans des lieux, des temporalités, des intentions et des attentes ponctuelles différentes. Le vocabulaire d'esthétique existe bel et bien, pas le vocabulaire de la pratique artistique. Seules les pratiques techniques donnent lieu à des ouvrages qui répertorient des façons d'agir en art, comment dessiner les corps, les paysages, comment sculpter, etc. On trouve également ces manuels techniques dans les domaines juridiques et médicaux. De fait, en ce qui concerne des pratiques contemporaines de l'art, il ne peut y avoir de manuel de pratique. On ne peut imaginer un livre s'appelant « Manuel pour faire une œuvre avant-gardiste », une installation et une performance artistique, ou bien il s'agirait d'un pamphlet. La pratique artistique résiste à l'enfermement théorique, bien que l'on observe chez des artistes des formes de répétition rituelle et repérables de leur pratique. En quelque sorte, les objections contre l'idée d'une philosophie de l'art que Hegel donne au début de l'esthétique restent valables, si l'on veut bien convertir la notion de beau en celle moins ambitieuse de pratique. Une des objections serait de l'infinité du domaine du beau, de l'infinie variété de ce qu'on appelle le beau. L'autre objection serait celle qui prendrait pour prétexte le fait que le beau étant objet de l'imagination, de l'intuition, du sentiment ne saurait être l'objet d'une science et ne se prêterait pas à un traitement philosophique. 18. La diversité de la pratique existe plus aujourd'hui qu'à des époques d'artisanat de masse, d'art en série, art sacré, peinture religieuse, ou sous des régimes totalitaires du XXe siècle. L'art, depuis les avant-gardes, semble avoir perdu son caractère d'évidence, sa fonctionnalité cultuelle, une symbolique unificatrice, comme le suggère T. Adorno puis H. Rosenberg. Si le chercheur peut s'en plaindre, car son objet d'étude devient fuyant, la diversité pratique démontre sans doute différentes temporalités en œuvre et une autonomie du champ artistique persistante. La diversité de la pratique pourra aller du bricolage chez Domergue, vers la technique chez Massé, en passant par une dimension autocritique chez Fauchier et Fourquet. Avec Desclos, on éprouvera le doute de soi, le doute de la compétence artistique, avec Moukir au contraire on s'essayera à la tranquillité gestuelle, et avec Ayatz, on découvrira une vie en osmose avec la couleur devenant une seconde nature. Patrick Lost, suite à son refus de nous laisser observer sa pratique, permettra de se demander si toutes les pratiques artistiques sont accessibles aux sociologues. Or, la pratique permet de repenser l'action humaine au regard d'autres échelles de valeur que celle d'une théorisation ou d'une macro-sociologie causale. Hegel, dans un autre contexte théorique, n'exprimait pas autre chose en écrivant que nulle règle pour la préparation et la fabrication d'œuvres d'art ne pouvait se théoriser, l'esthétique, 19. Il traita donc dans son cours sur l'esthétique de l'idée de beau, de l'universel et non du particulier. Notre travail a été un cheminement vers le deuil de l'universel. Un travail intellectuel débute toujours avec des ambitions démesurées. Celui-ci ne fait pas exception à la règle. Plus l'enquête auprès des artistes progressait, moins le caractère de démonstration de la recherche m'apparaissait clairement, et plus le caractère changeant et progressif de la recherche se multipliait durant ces années. La pratique n'est pas temporellement stable, elle n'est pas une substance à l'inverse des œuvres, et même les œuvres sont relationnelles, instaurent du lien social et peuvent ne pas être considérées comme des objets, voir à ce propos J.P. Eskenazi 2007. Même si le Parthénon ou les pyramides ne sont pas éternels, l'archéologue met à profit une tradition de plusieurs millénaires de textes, au moins 2 millénaires pour Pline l'Ancien, s'il le souhaite, pour travailler son objet d'étude. Charge à lui de reconstituer l'aspect matériel initial de ces monuments anciens. Si l'on voulait analyser la pratique du sculpteur Phidias seulement pour la statue de Zeus à Olympie, exemple traditionnel de la création plastique dans les textes antiques grecs et latins, force est de constater que cet instant n'existe plus, tout comme l'œuvre, et que si un observateur a décrit cet instant, il en restera l'unique source incomplète, mais ce n'est pas le cas, la fabrication de cette sculpture n'est pas répertoriée.
Voilà à tout le moins une part immense de la compréhension de l'art qui nous échappe. Comme l'écrit R. Passeron en 1971 dans la revue d'esthétique. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.